merci Franck, merci Étienne, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Merci de me faire cette invitation à Saint-Dizier. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais pas me présenter plus que ça, mais oui, comme ça a été dit, je travaille sur les forêts, mais je suis bordelais, donc je connais plus les forêts landaises que les forêts tropicales. Pour l'exercice ce soir, je veux bien en effet vous faire un exposé sur les forêts tropicales que j'ai pas forcément étudié dans le détail. Donc voilà, c'est quelque chose de très général, de ce que j'ai pu lire dans les différentes revues scientifiques les plus récentes. Donc je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire un cours, puisque c'est mon métier, puisque je suis enseignant. Voilà, donc la conférence s'intitule, mais on a intitulé cette conférence à deux avec Franck, la forêt tropicale, du mythe de la forêt vierge à l'épuisement des milieux. Donc voilà, c'est un peu la direction qu'on va prendre ce soir sur le sens, la problématique de la forêt tropicale, puisque c'est vrai que la forêt tropicale est souvent perçue comme un sanctuaire de nature sauvage. On parle souvent de la forêt primaire, forêt vierge, on va le voir. Et en fait, en réalité, évidemment que c'est pas une forêt primaire ou vierge, elle est le fruit de millénaires d'interactions entre les communautés humaines et leur environnement. Donc ces écosystèmes de la forêt tropicale, entre tropique du Cancer et tropique du Capricorne, s'étendent sur 1,7 milliard d'hectares à travers le monde. Bon, peut-être que je donnerai un peu trop de chiffres, donc peut-être que j'en enlèverai certains, sans doute. Excusez-moi déjà pour peut-être les chiffres un peu trop abondants que je donnerai. Mais en tout cas, il faut bien se rendre compte un peu des proportions et de l'intensité que représente la forêt tropicale en termes de biodiversité, puisque en forêt tropicale, il y aurait 50 à 90% de la biodiversité terrestre. Voilà, c'est vrai que ça fait une fourchette assez large, mais parce que tout n'est pas encore connu, c'est un continent encore inexploré, la forêt tropicale, puisqu'il y a des millions d'espèces de plantes, d'animaux qui n'ont pas encore été décrites ou tout à fait connues scientifiquement. Donc voilà, il y a encore plein de zones d'ombre dans cette forêt tropicale. Donc évidemment, au-delà de sa richesse biologique exceptionnelle, les forêts tropicales jouent un rôle dans la régulation du climat, comme on va le voir plus tard. Elles stockent du carbone, de la biomasse dans leur sol, pas seulement dans les arbres. Le stock de biomasse, c'est dans les arbres, mais c'est aussi beaucoup dans les sols, on l'oublie parfois, et agissent, comme le veut la formule ou l'expression consacrée, comme des puits de carbone. Vous avez sans doute entendu parler de cette expression de puits de carbone. Donc on parle souvent de la forêt tropicale comme d'un puits de carbone parce qu'elle absorbe beaucoup de CO2 atmosphérique. Évidemment, cette forêt tropicale régule le cycle de l'eau à l'échelle continentale. On le verra avec l'Amazonie. Je reviendrai évidemment sur cette forêt quand même toute particulière qu'est la forêt amazonienne. Et avec des choses que j'ai découvertes, comme l'expression de rivière volante, qui sont des phénomènes tout à fait spécifiques à la forêt tropicale. Alors, moi je suis géographe, alors j'aime bien situer les espaces. Quand je vais à Saint-Dizier, j'aime bien savoir où c'est exactement. Alors voilà, la forêt tropicale, où est-ce que c'est exactement ? C'est ce que vous voyez en vert foncé. Donc là, il n'y a pas il n'y a pas le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne qui sont représentés, mais c'est entre ces deux tropiques. Donc on a toute l'Asie du Sud-Est, on a la forêt d'Afrique centrale et on a le bassin amazonien, donc Amérique du Sud, Amérique centrale. Donc voilà, c'est forêt tropicale, c'est 45% de la forêt dans le monde. C'est ce type de forêt qui nous intéresse, sachant qu'il existe d'autres forêts. Celles que nous connaissons, nous, on est plutôt en forêt tempérée. Celle au nord, c'est les forêts boréales. Et après, il y a les forêts subtropicales qui se trouvent également en Amérique et en Asie. Voilà, donc juste pour situer un peu... Oui, pardon ? Ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, on peut en effet revenir sur les termes entre équatorial ou tropical. En effet, mais c'est le terme en tout cas le plus répandu. Mais en effet, elle diffère en effet avec cette.
Ok, oui, mais c'est exactement, on parle exactement de la même forêt. Voilà. En fait, de la forêt du bassin du Congo, forêt amazonienne, tout à fait. Donc, en quelques chiffres, comme je l'ai dit, on a ces quelques chiffres de la forêt tropicale, puisque c'est l'expression que l'on consacrera ce soir. Mais donc, loin d'être uniquement un écosystème, un espace de nature, eh bien, la forêt tropicale est aussi un socio-écosystème. Évidemment, puisque 1,6 milliard de personnes dépendent directement des forêts pour leur subsistance, notamment à travers ce système agricole qui s'appelle l'agroforesterie, qui est une agriculture itinérante, ou alors ça peut être de la collecte de ressources forestières non ligneuses. Voilà, il existe plusieurs types de cultures en forêt tropicale. Donc loin d'être uniquement un espace arboré, un espace d'arbres, c'est aussi un espace de culture. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, on a tendance à bien séparer d'un côté les espaces de nature et d'un côté les espaces de culture, alors que les deux sont beaucoup plus interpénétrés. Il y a beaucoup plus il y a moins de division qu'on ne le pense. Justement, j'ai eu la chance de faire un petit tour de Saint-Dizier avec Franck, et qui me disait, oui, il y avait beaucoup d'industries avant en forêt vers Saint-Dizier. Voilà, mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié qu'il y avait beaucoup d'activités aussi, parfois lourdes, qui existaient dans les milieux forestiers. Et donc, dans les forêts du Sud, et en particulier en forêt tropicale, on ne l'a pas oublié, puisque ce sont des espaces largement aussi cultivés, notamment avec cette culture qui s'appelle l'agroforesterie, et qui est une culture dominante dans les bassins forestiers tropicaux. Donc, loin d'une image idyllique de cette forêt, de ce qu'est cette forêt tropicale, c'est aussi une réalité assez complexe, puisque ce sont des territoires qui sont aussi largement exploités, et on reviendra largement sur cette exploitation intensive. Et exploitation intensive liée à la demande croissante des marchés internationaux. Donc on reviendra sur des produits en particulier, produits qui est le soja, l'huile de palme, le bœuf, le cacao et le café, donc qui sont les produits principaux qui sont les moteurs de la déforestation des forêts tropicales. Et donc entre 2015 et 2020, le monde a perdu 10 millions d'hectares de forêt par an, dont une part évidemment significative en forêt tropicale. Et donc évidemment, cette exploitation met en péril la biodiversité, notable et exceptionnelle qu'on a déjà mentionnée, mais également évidemment toutes ces communautés et les modes de vie de ces sociétés qui dépendent de ces écosystèmes. Donc aujourd'hui, on va partir de ce mythe ou de cette image de la forêt vierge, mais en fait qui est une perception occidentale, pour montrer que justement cette perception masque des dynamiques complexes qui se font entre exploitation et protection, et qu'à travers le prisme de la géographie, une géographie qui est tout aussi humaine qu'environnementale, eh bien on peut éclairer les défis auxquels sont confrontées ces forêts. Voilà, alors là c'est une image de déforestation, il y en a plein que vous pouvez trouver évidemment, c'est souvent des images qui sont justement assez percutantes, les images de déforestation. Donc, comme question générale, mais j'allais dire ça peut-être un peu trop court, c'est comment concilier les attentes de préservation des forêts tropicales avec les besoins économiques légitimes des pays du Sud, face à une pression croissante de la consommation mondiale largement portée par les pays du Nord. Voilà, c'est un peu ça la problématique, aujourd'hui en tout cas, qu'on peut poser sur la forêt tropicale. Ça suppose évidemment d'interroger les relations entre les pays du Nord et les pays du Sud, évidemment. Donc on va commencer par les représentations et par le mythe de la forêt vierge, celui que l'on connaît très bien en fait chez nous, puisqu'en fait on a toujours baigné dedans en fait, on a toujours baigné dedans. Il y a énormément de production culturelle qui représente cette forêt vierge, et elle est largement ancrée dans l'imaginaire occidental.
où il n'y aurait pas d'humains. Voilà, c'est un espace où il n'y aurait pas d'humains. C'est une vision très romantique de la nature, d'une nature qui est toujours perçue comme sauvage. Cette vision-là prend ses racines dans les mouvements philosophiques et littéraires du romantisme au XIXe siècle. Donc j'ai pas passé tous les tableaux ou tous les extraits de romans justement de forêts vierges. J'en ai mis quelques extraits assez emblématiques. Le Alexander von Humboldt sur l'Amérique tropicale, ou évidemment les écrits de Thoreau sur la forêt, la nature vierge. Alors pas forcément la nature de la forêt tropicale, hein, mais c'est cette représentation d'une forêt vierge, d'une nature vierge qui est toujours sublimée et intouchée. Et c'est vrai que cette vision-là romantique de l'imaginaire occidental, qu'on le veuille ou non, il est toujours en nous en fait. Hein, il est toujours en nous. Et cette représentation qui date du XIXe siècle, du romantisme, a continué à travers le XXe siècle, notamment à travers un journal moi que j'aime beaucoup, enfin un magazine que vous aussi vous devez peut-être bien connaître, qui est National Geographic, et qui continue justement, qui véhicule en fait toujours cet imaginaire-là, cette image d'une forêt vierge avec ces grandes étendues à perte de vue. Il y a évidemment plein de documentaires animaliers, des films d'aventure hollywoodiens. Alors là, je vous en ai mis peut-être deux assez connus, quoique je ne sais pas si. David Attenborough, en fait, c'est des documentaires animaliers américain, et justement qui est très très populaire aux États-Unis, en Amérique du Nord, peut-être moins chez nous, mais qui véhicule largement cette image de la forêt vierge. D'une forêt d'un écosystème qui serait vierge de toute présence humaine, et malgré en fait des bonnes intentions, parce que c'est souvent pour protéger en fait la forêt, évidemment il participe à la transmission de cette mythologie. Et cette imagerie de la forêt vierge, elle se retrouve aussi dans des films. Bon là j'ai pris Apocalypse Now par exemple. Mais il y en a évidemment plein d'autres. Ce que William Denevan en 92 a appelé le mythe de la nature vierge, justement, c'est l'idée erronée justement que les Amériques, et par extension d'autres régions tropicales, étaient des espaces naturels non modifiés avant la colonisation européenne. Donc voilà, c'est aussi très ancré avec la colonisation, aussi cette histoire de la forêt vierge, de penser qu'on arrive sur une terre vierge. Donc voilà, il faut se dire que oui, si ça date du 19e siècle, c'est aussi, c'est pas pour rien, c'est aussi qu'il y avait l'idée de la colonisation qui n'était pas très loin. Donc évidemment, c'est une vision qui est non seulement historiquement inexacte, mais qui porte aussi des implications politiques considérables que l'on connaît. Et donc elle s'accompagne évidemment souvent d'une conception manichéenne, comme on l'a dit, une vision manichéenne où finalement l'homme et la nature sont séparés, et où les deux justement sont comment dire, comme dirait Philippe Descola, qui est justement un anthropologue bien connu, justement, c'est une ontologie, une façon de penser le monde où l'homme et la nature sont divisés, où nature et culture, justement, sont largement divisés. L'anthropologue Philippe Descola parle justement d'une ontologie naturaliste pour parler de notre ontologie, de notre vision du monde occidental qui sépare d'un côté la nature et de l'autre la culture. Et il montre justement, Philippe Descola, que cette ontologie naturaliste, finalement, n'est qu'une ontologie, qu'une cosmologie parmi d'autres, et que dans les forêts tropicales, on perçoit très différemment la forêt que nous l'apercevons, par exemple, à travers ces films ou ces documentaires animaliers. Voilà, donc ce mythe de la forêt vierge, il est ancien, il se rejoue largement dans nos productions culturelles contemporaines. Sachant que en réalité, les forêts tropicales sont des espaces habités.
En fait, les forêts tropicales sont des espaces habités et cultivés depuis des millénaires. En effet, ces forêts sont le foyer de millions de personnes. On dénombre à peu près 370 millions de ce que j'ai trouvé comme chiffre de l'ONU qui vivent en forêt tropicale, évidemment avec des pratiques, des gestions profondément ancrées dans une culture, et donc des recherches archéologiques et paléo-écologiques très récentes ont révolutionné notre compréhension de l'histoire des forêts tropicales. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce de ces recherches assez récentes, puisque en Amazonie, des études qui ont utilisé le LIDAR. Alors le LIDAR, c'est une technique c'est une sorte de télédétection laser, donc qui permet justement de trouver des couches profondes du sol, ont révélé l'existence de vastes réseaux de terrassement, de chaussées surélevées, de sites urbains précolombiens, suggérant qu'il y aurait entre 8 et 10 millions de personnes qui vivaient dans le bassin amazonien avant l'arrivée des Européens, selon justement ces découvertes, qui sont montrées là. Voilà ce que l'on peut imaginer des anciennes appropriations de la terre qu'il y avait sous la couche forestière. Ces populations ont profondément modifié la composition forestière, puisqu'il y aurait, selon ces recherches, 12% de la forêt amazonienne actuelle qui est constituée d'espèces domestiquées ou semi-domestiquées, concentrées autour de ces sites d'habitation. Donc en fait, on a une partie de la forêt amazonienne qui a été largement le produit de cette ancienne histoire humaine dont nous ignorons une grande partie encore et qui se révèle uniquement justement à travers ces images LIDAR. Et donc les communautés autochtones actuelles, contemporaines, alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a quelques-unes qui sont assez emblématiques, telles que les Yanomami dans le nord de l'Amazonie, qui représentent environ 35 000 personnes entre le Brésil et le Venezuela. On compte aussi également les Kayopo au Brésil central, ou les peuples pygmées du bassin du Congo. Et donc, tous ces peuples, évidemment, jouent un rôle ancien et central dans la gestion de ces forêts, puisqu'ils ont une connaissance traditionnelle de l'écosystème local qui leur permet de pratiquer une agriculture qu'on appellerait, nous, une agriculture durable, mais en tout cas une agriculture qui se reproduit sur un temps très long, et qui préserve évidemment la biodiversité et répond à leurs besoins alimentaires. Donc, les Yan, alors ça c'est par exemple moins peut-être connu, mais voilà, pour donner une image de cette agriculture de subsistance des peuples autochtones, on a les Yanomami qui pratiquent une forme d'agroforesterie, une sorte de jardin forestier en fait, qui s'appelle les chaponneaux, dont vous avez une représentation ici. Et dans ces chaponneaux, on peut y cultiver plus de 60 espèces de plantes différentes, dans un système avec plusieurs strates en fait. C'est une sorte de concentration comme ça d'agriculture ou de jardinage en forêt qui imite en fait la structure de la forêt naturelle. Alors évidemment, cette structure-là favorise non seulement la productivité alimentaire, mais contribue aussi à la santé des forêts, puisque c'est pas seulement un espace qui se ferait contre la forêt, comme on a un peu trop tendance, et on verra justement dans l'agriculture contemporaine, c'est-à-dire que c'est l'agriculture contre la forêt, là c'est l'agriculture pour la forêt ou avec la forêt. Puisque cette approche du jardin forestier alimente évidemment la productivité alimentaire, mais contribue aussi à la santé des forêts. Donc c'est là aussi tout son intérêt, puisqu'elle permet aussi de prévenir l'érosion et de maintenir la fertilité des sols. Donc évidemment, ces chaponneaux sont des réussites, on pourrait dire, d'un point de vue écologique, mais aussi social. Alors, pour poursuivre justement sur ces pratiques agricoles des communautés autochtones, évidemment, ces pratiques agricoles sont souvent basées sur la rotation des cultures,
comme on connaissait avant justement dans l'ancienne agriculture paysanne occidentale. Et donc dans cette agriculture par rotation, il y a des méthodes qui sont adaptées aux spécificités de l'environnement. Donc c'est une agriculture itinérante sur brûlis, donc vous avez une représentation ici, et donc vous avez un croquis pour montrer justement le cycle de cette agriculture sur brûlis, qui est pratiquée de manière traditionnelle, avec de très longues périodes de jachère qui peuvent être de 15 à 25 ans, donc ce qui nous paraît tout à fait étonnant aujourd'hui, mais c'est cette façon de faire qui permet de régénérer en fait la forêt, qui permet de laisser un temps long, et qui permet à l'écosystème forestier de se régénérer et de garantir une diversité d'espèces. Donc des études justement de sciences écologiques assez récentes ont pu montrer que ces parcelles en jachère peuvent accumuler plus de biodiversité que la forêt mature environnante, ce qui peut nous paraître contre-intuitif parce qu'on pense que l'espace en jachère est un espace justement un espace justement perdu, autant en termes de productivité que de biodiversité, alors que justement les études écologiques montrent que les espaces en jachère sont des espaces très riches en biodiversité, mais ils n'ont pas une très forte naturalité. C'est-à-dire qu'en fait, la forêt mature, on va se dire, c'est une belle forêt, c'est une forêt ancienne, c'est une forêt avec beaucoup de biodiversité, alors qu'elle peut présenter moins de biodiversité que ces espaces en jachère. Donc parfois, il y a un peu des sortes d'intuitions comme ça qui en fait se révèlent fausses quand on regarde en fait les chiffres de la diversité écologique de ces espaces. Donc là aussi, on a toujours des biais culturels qui pèsent aussi sur notre jugement scientifique également. Donc voilà, ça ce sont des appropriations de la forêt tropicale ancienne et communautaire autochtone. Mais évidemment, et ça sera une part importante de mon propos, c'est que bien aujourd'hui ces pratiques sont en recul, puisqu'il y a des pressions économiques qui mettent en péril ces modes de vie ancestraux. Avec l'expansion de l'agriculture industrielle, évidemment poussée par une demande mondiale de produits comme l'huile de palme, j'y reviendrai, le soja et le bœuf, qui entraînent une déforestation massive et une expropriation des terres des populations autochtones. Alors au Brésil, il y a eu une accélération de cette déforestation sous la présidence de Jair Bolsonaro entre 2019 et 2022, où les territoires autochtones ont été envahis par des chercheurs d'or, des bûcherons illégaux et des éleveurs. Et donc on a eu une augmentation de 15% de la déforestation. Donc là vous pouvez voir cette forêt amazonienne qui est mitée, qui est grignotée par ces différentes pressions économiques. Et évidemment, cette situation crée des tensions profondes entre les pratiques traditionnelles et des modèles de développement économique très performants et aussi imposés de l'extérieur. Il y a aussi un conflit là qui se joue entre une agriculture locale et une agriculture insérée dans les circuits de la mondialisation. Donc, dans de nombreux cas, les communautés locales sont marginalisées, puisque dans les décisions qui concernent la gestion des forêts, souvent ces populations autochtones sont un peu mis de côté, sont marginalisées dans la gestion de la forêt. Alors que pourtant ils ont une expertise certaine, comme on le voit, et une compréhension profonde des écosystèmes, comme on l'a vu juste avant, avec leur connaissance très fine justement de l'écosystème, connaissance très fine d'un savoir vernaculaire, on pourrait dire, qui se transmet. Et justement, les données scientifiques renforcent ou confirment et légitiment ces savoirs vernaculaires des populations autochtones, puisque les territoires autochtones et les aires protégées gérées par les communautés locales présentent moins de déforestation que les autres zones forestières. Donc on voit bien que si les communautés autochtones, quand les communautés autochtones gèrent leur forêt, il y a moins de déforestation que quand ils ne la gèrent pas.
Donc entre 2000 et 2012, par exemple, dans les territoires autochtones d'Amazonie brésilienne, par exemple, il y avait 2 à 3 fois moins de déforestation que dans les autres territoires. Donc évidemment, l'enjeu politique dans les forêts tropicales, eh bien, c'est d'intégrer ces pratiques ancestrales dans les discussions sur la gestion des forêts tropicales. Et donc c'est ce qu'on pourrait dire une approche inclusive de ces pratiques ancestrales qui valoriserait comme ça les connaissances traditionnelles, ce qui permettrait de mieux conserver la biodiversité, mais aussi d'améliorer la résilience de ces communautés qui sont très vulnérables. Donc dans l'actualité de ces communautés autochtones, qui justement mènent souvent des combats juridiques pour la reconnaissance de leurs droits, eh bien ils ont eu gain de cause, puisque les peuples autochtones du Brésil, à commencer par ceux d'Amazonie, comme on peut le lire, ont remporté une importante victoire en 2023, puisque la Cour suprême a conforté leurs droits sur leurs terres, rejetant les positions défendues par le puissant secteur de l'agro-industrie qui voulait les exproprier. Donc, évidemment, cette reconnaissance-là est essentielle pour garantir une gestion durable des forêts, mais vous voyez que ça se joue toujours sur le plan juridique, cette question de la reconnaissance des droits autochtones, et qu'au-delà de la simple dimension culturelle, il y a aussi des implications en termes de biodiversité et écologique qui sont très importantes. Donc aujourd'hui, les chercheurs parlent de décolonisation des politiques de conservation, en montrant justement qu'il s'agirait de mettre en place de nouvelles politiques de conservation qui se fassent davantage en accord et avec les populations autochtones des forêts tropicales. C'est-à-dire de mieux les prendre en compte dans les prises de décision, évidemment pour construire un avenir pour ces forêts tropicales qui aujourd'hui souffrent évidemment, comme on va le voir, puisque en effet les chiffres sont de plus en plus affolants. Donc voilà, pour tirer dans cette première partie, on peut voir que la forêt tropicale est un espace vivant, tant du point de vue de la biodiversité que du point de vue humain et social, que l'interaction entre l'homme et la nature est évidemment très dynamique, qu'il est très complexe et qu'il est millénaire. Donc vous voyez, on est très loin finalement de l'image de la forêt vierge ou de la forêt, de la nature vierge que l'on a en tête. Donc pour préserver ces écosystèmes, évidemment, il faut dépasser ce mythe de la forêt vierge et reconnaître qu'une conservation efficace de ces forêts tropicales passe par le respect, mais aussi la valorisation des pratiques durables des communautés locales que l'on a pu voir, comme à commencer par l'agriculture sur brûlis ou l'agriculture itinérante. Donc là, par exemple, vous avez sur cette carte de l'AFP en orange les territoires indigènes qui en fait sont relativement importants et en vert les zones naturelles protégées qui dépendent d'un autre système juridique de protection. Il y a davantage de déforestation dans les zones naturelles protégées que dans les territoires indigènes, mais je vais justement développer toutes ces questions sur les moteurs de la déforestation. Alors, donc on va passer à la deuxième partie. Tac, hop. Sur l'exploitation des forêts tropicales, puisque c'est la dynamique majeure aujourd'hui dans les forêts tropicales, c'est évidemment leur exploitation, et une exploitation de plus accrue, intensive, croissante. Donc la demande mondiale en produits agricoles, évidemment, demande agricole et demande de produits forestiers exerce une pression considérable sur les forêts tropicales. Donc les produits, on l'a dit, c'est le soja, l'huile de palme, le bœuf et le bois, qui sont responsables à eux 5 de 40% de la déforestation tropicale dans le monde. Et donc cette transformation de paysages forestiers en terres agricoles répond à une demande évidemment portée principalement par les pays du Nord, c'est-à-dire les pays les plus riches, et les économies émergentes,
à commencer par le Brésil aussi, et par les pays émergents qu'on appelle les BRICS, Brésil, alors qu'on appelait les BRICS, mais enfin il y en a plein d'autres pays émergents finalement il n'y a pas seulement les BRICS. Je vous ai mis cette petite information de la France. Là c'est pour l'Union européenne, pardon, les 7 produits responsables de la déforestation mondiale liés à la consommation de l'Union européenne. Donc là, si on se concentre sur uniquement la consommation de l'Union européenne, on voit que c'est 2 produits principalement qui produisent la déforestation. C'est l'huile de palme, le soja, mais on voit aussi qu'il y a le bois, le cacao, le café, l'élevage avec les bovins, mais aussi le caoutchouc. Donc voilà, c'est surtout dans l'Union européenne, c'est surtout ces 2 produits-là qui sont le moteur de la déforestation. Alors, pour commencer par bien le premier, et peut-être celui qui est le plus connu, parce que c'est vrai que souvent on associe l'huile de palme, le Nutella et la déforestation. Donc l'huile de palme, c'est vrai que c'est le produit emblématique. Si on commence par ce premier produit, qui est l'huile de palme, c'est assez révélateur finalement, puisque la production mondiale d'huile de palme est passée de 15 millions en 1995 à 75 millions en 2020. Donc on a une augmentation de 400%. 400% en 25 ans. Bon voilà, ça c'est quelques petites marques qui sont pas forcément, qui sont justement liées à la déforestation massive, mais pas forcément uniquement sur l'huile de palme. Donc l'Indonésie et la Malaisie produisent à elles seules 85% de l'huile de palme. Donc on va voir aussi que c'est par bassin. Vous voyez, donc on verra que l'huile de palme, c'est surtout l'Asie du Sud-Est. L'huile de palme, c'est surtout l'Asie du Sud-Est qui est concernée par les plantations d'huile de palme, puisque en 2019, en Indonésie, il y avait 16 millions d'hectares justement de plantations de palmiers à huile contre 6 millions. Donc vous voyez, en 20 ans, on est passé de 6 à 16 millions en Indonésie. Et donc cette expansion a entraîné évidemment des pertes très importantes de forêts tropicales, notamment sur les îles de Bornéo et de Sumatra, qui ont détruit l'habitat d'espèces menacées, très emblématiques comme l'orang-outan, dont la population a chuté de 50% en 20 ans, ou le tigre de Sumatra, voilà, qui sont des espèces très vulnérables et impactées directement par cette déforestation et cette progression de l'agriculture d'huile de palme. Donc voilà, l'huile de palme, c'est surtout pour l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est. Vous avez une cartographie, on voit la déforestation entre 1973 et 2010. Donc c'est souvent comme ça, vous l'avez vu aussi sur la carte du Brésil, ça marche par front, enfin ça marche. La déforestation fonctionne par front pionnier, c'est-à-dire qu'on commence par la route et ensuite on grignote le massif par ses périphéries. Et plus rarement, ce sont des installations intraforestières, donc la déforestation arrive par les périphéries. Quand vous voyez la forêt intacte en 2010, voilà, c'est le cœur de la forêt finalement qui résiste encore à l'exploitation. Donc le soja, donc deuxième produit largement moteur dans cette déforestation. Là, c'est l'Amérique du Sud qui est davantage concernée. C'est le soja, c'est surtout le Brésil. Le Brésil, c'est le gros producteur de soja, production mondiale de soja qui a triplé depuis 1990 et qui a atteint plus de 362 millions, je crois que je l'ai dit, voilà, de tonnes en 2020. Donc, deuxième producteur mondial après les États-Unis et qui a vu passer ses surfaces cultivées de 13 millions d'hectares en 90 à 38 millions en 2020. Bon voilà, ça c'est quelques chiffres, mais bon, c'est indiqué. Pour vous donner un peu aussi les proportions aussi de cette accélération aussi de la consommation et de la production des produits. C'est vrai qu'on parle de l'accélération de la déforestation, mais bon, s'il y a une accélération de la déforestation, c'est aussi qu'il y a une accélération de la consommation et de la production des produits qui sont moteurs dans cette déforestation. Donc cette expansion s'est faite largement au détriment du Cerrado. Cerrado au Brésil, qui est en fait un paysage de savane, et dans une moindre mesure de l'Amazonie.
Donc le soja en fait au Brésil, c'est principalement destiné à l'alimentation animale. Pour l'élevage intensif. En fait, voilà, le soja est donné à manger aux bovins, puisque évidemment le soja est directement lié à cet autre pilier de l'économie brésilienne qui est l'élevage bovin. Ensuite, élevage bovin qui sert un marché mondial pour l'Europe, la Chine et les États-Unis. Donc justement en transition avec cet élevage bovin qui est lui aussi responsable de la déforestation, toujours au Brésil, puisqu'en fait soja et bovin en fait voilà se tiennent, et c'est lui cet élevage bovin qui est le principal moteur de la déforestation en Amazonie brésilienne, puisqu'il est responsable en fait de 80% de la déforestation dans cette région précisément. Donc là aussi, quelques chiffres. Ce cheptel bovin est passé de 26 millions en 1950 à 218 millions en 2020. Premier exportateur mondial de viande bovine. On en reparlera dans la dernière partie justement sur cette importance de la viande bovine au Brésil. Donc l'expansion de ces pâturages suit une logique d'occupation du territoire, c'est-à-dire que le fait de convertir de la forêt en pâturage, ça permet d'établir des droits fonciers de facto dans des zones de frontières agricoles. C'est-à-dire que voilà, c'est toujours les choses se font souvent de facto au Brésil. C'est-à-dire que la forêt est coupée, l'élevage est installé et de facto, juridiquement, on va enregistrer la conversion, mais il n'y a pas de négociation en fait au préalable à cette conversion de la forêt en agriculture. C'est souvent l'état de fait en fait qui règne justement au Brésil. Donc ces pâturages sont peu productifs, on a une tête par hectare. Vous voyez, en fait, ils sont pas du tout. Enfin, là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, c'est assez extensif. Et donc, évidemment. Le fait de chercher de nouvelles terres se fait au détriment de la forêt, puisqu'il y a toujours besoin de défricher pour accueillir de nouvelles bêtes. Autre produit, le cacao et le café. Donc là, ces deux produits-là vont surtout concerner le bassin du Congo. Donc voilà, on a fait les trois grands bassins de forêt tropicale, l'Indonésie pour l'huile de palme, le soja et les bovins au Brésil, et le bassin du Congo, l'Afrique centrale, c'est surtout pour le cacao et le café. Donc là, on est centré sur la Côte d'Ivoire. Cette carte, c'est pour la Côte d'Ivoire uniquement. En fait, c'est vrai que le cacao et le café, je vous l'ai pas mis là, mais c'est vrai qu'il y a souvent des pubs pour des petits producteurs de cacao ou de café. Enfin, je sais pas pourquoi dans l'imaginaire, on a l'impression que le cacao ou le café, c'est des petits producteurs. Je crois qu'il y a une pub Malango, enfin je devrais pas la citer, mais je crois qui justement met en scène largement le cacao ou le café comme des petites productions artisanales ou locales, alors qu'en fait pas du tout. J'essaie d'acheter des labels avec des labels de petits producteurs, mais bon, je doute que c'en soit réellement. En tout cas, le cacao et le café participent très très largement à la déforestation en Afrique centrale, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui produit 60% du cacao mondial, et qui est responsable de la perte de 2,3 millions d'hectares des forêts entre 88 et 2007 pour les derniers chiffres que j'ai pas trouvé plus récents malheureusement. Donc un tiers de cette déforestation s'est produit dans des aires protégées. Vous voyez, c'est pour ça que ça me permet aussi de nuancer le rôle très protecteur des aires protégées. C'est que malheureusement, au sein même des aires protégées, il y a aussi des conversions de forêts en agriculture. Et donc l'expansion des plantations de café également est importante. Et là, c'est beaucoup en Vietnam. Le café, c'est le deuxième producteur mondial, le Vietnam. Également en Éthiopie, qui contribue à la fragmentation des forêts tropicales et des forêts tropicales là qui sont un peu particulières également, puisque c'est en région avec davantage de relief, avec davantage de montagnes. Donc voilà, vous voyez là sur cette carte sur la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le cacao,
eh bien l'impact visuel tout de suite qui se voit de cette expansion du cacao. Donc cette situation illustre évidemment un conflit majeur, profond, entre des besoins économiques qui sont légitimes et les attentes des marchés internationaux, c'est-à-dire que les pays producteurs cherchent à tirer partie de leurs ressources naturelles, c'est-à-dire qu'en fait cette déforestation est également encouragée par les pays du Sud, qui cherchent évidemment à obtenir de la croissance, une croissance économique, d'avoir un certain avantage comparatif, c'est-à-dire qu'ils ont de la terre disponible, un climat favorable, de la main-d'œuvre. Donc évidemment, ces pays, il faut voir aussi que ces pays ont largement encouragé cette déforestation pour stimuler leur croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté. Il faut bien voir qu'au Brésil, l'agrobusiness est un pilier de l'économie du pays, puisque l'agrobusiness représente 26% du PIB au Brésil et 48% des exportations. Donc évidemment, le Brésil a besoin de cette déforestation pour continuer sa croissance économique. L'Indonésie également, avec son secteur de l'huile de palme, qui emploie 16 millions de personnes et contribue à 11% du PIB. Donc il faut aussi avoir en tête que ces pays-là sont moteurs eux-mêmes politiquement dans cette déforestation en raison des retombées économiques de cette économie-là. Cependant, évidemment, il faut également dire que cette logique de développement entre en contradiction avec des impératifs de conservation de la biodiversité. Or, les pays du Nord, qui sont les principaux responsables historiques du changement climatique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, qui ont émis la moitié du CO2 cumulé depuis 1850, exigent aujourd'hui, on va le voir à travers différentes dans la gouvernance environnementale. Aujourd'hui, ces pays du Nord exigent des pays tropicaux qu'ils préservent leurs forêts pour maintenir les services écosystémiques dont bénéficie toute l'humanité, puisque comme le veut la formule consacrée, l'Amazonie, poumon vert de la planète et de l'humanité. Donc en effet, le fait de préserver la forêt amazonienne bénéficie à l'ensemble de l'humanité et pas seulement au Brésil. Et donc cette contradiction entre le fait qu'on a des pays du Sud qui veulent se développer et des pays du Nord qui leur demandent de conserver leur forêt au nom justement de la protection de la biodiversité et du climat, là il y a une contradiction, un nœud en fait qui permet d'expliquer pourquoi aucun accord environnemental global ne parvient à un succès. Mais ça, j'en parlerai dans la troisième partie. Mais en tout cas, cette situation-là de contradiction pour les pays du Sud, en fait, entre choisir entre le développement économique et la protection de leur écosystème, là, c'est un peu le nœud du problème, et cela mobilise évidemment la question d'une injustice environnementale, en tout cas qui est très fortement ressentie, puisque cette asymétrie en fait entre pays du Nord et pays du Sud au sujet justement de cette exploitation des forêts tropicales, crée une forme d'injustice environnementale où les coûts de la conservation, c'est-à-dire le manque à gagner économiquement pour ces pays-là, les restrictions qu'imposent les aires protégées, même si parfois il peut y avoir de l'exploitation à l'intérieur, mais quand même la restriction de l'usage des terres, sont supportés localement par les pays du Sud, tandis que les bénéfices, c'est-à-dire la régulation du climat ou la préservation de la biodiversité, ces bénéfices-là environnementaux sont à l'échelle globale. Donc il y a un problème d'échelle, comme on dit en géographie, où les bénéfices sont globaux, mais les impacts de cette protection se font à l'échelle locale. Et donc ce paradoxe s'approfondit lorsqu'on observe que ce sont précisément nos modes de vie, les modes de vie des pays du Nord, des pays les plus riches, qui alimentent la demande en produits qui déforestent ou déforestants, je ne sais pas comment le dire, voilà. Et donc une étude justement très récente dans Nature, Ecology et Evolution a montré que justement ce sont les pays du G7, donc les pays les plus riches, pays d'Europe,
enfin pays occidentaux, qui sont, par leurs importations, qui sont responsables de près de 40% de la déforestation incorporée dans le commerce international. Donc tout ça, on le sait évidemment, on le sait que les pays du Nord sont largement responsables de la déforestation, mais évidemment cela aujourd'hui se crée évidemment davantage d'injustice environnementale entre pays du Nord et pays du Sud. Donc juste l'Union européenne importe à elle seule 16% de la déforestation mondiale liée au commerce, principalement à travers les différents produits que j'ai cités. Donc cette situation évidemment appelle à un changement, on pourrait dire, à une refonte de modèles économiques avec l'établissement de mécanismes de compensation équitables. Et c'est là qu'évidemment les gouvernements, les entreprises et les consommateurs ont un rôle à jouer dans ces nouveaux paradigmes économiques. Donc on va voir que, alors là je remets encore des chiffres pour vous montrer justement l'importation là pour les françaises annuelles. Vous voyez justement qu'il y a certains produits, comme l'huile de palme. Si vous achetez un produit à l'huile de palme, vous savez qu'il y a 84% de part de surface à risque dans ce produit. Donc vous voyez que les différents produits qui ont plus ou moins un impact sur la déforestation. Donc il y a quand même des mesures qui sont prises en conséquence par les gouvernements et les entreprises. Ce sont les labels, en fait, ce sont les certifications. Il y a des initiatives qui visent justement à une refonte de ce modèle économique avec des certifications dites durables. Alors j'en cite deux, mais évidemment il y en a plein d'autres. Il y a le RSPO pour justement l'huile de palme. J'y reviendrai après. Donc là c'est en haut à gauche, c'est le logo en fait du RSPO. Et là, par exemple, c'est sur une photo, quand il est marqué RSPO certifié, ça veut dire que vous avez de l'huile de palme certifiée. Et pour la forêt, les forêts qui sont dites durables ou qui sont gérées durablement reçoivent le label FSC. Donc ces labels, il en existe d'autres pour la forêt, vous connaissez peut-être le PEFC également. Donc FSC, vous regardez un carton d'emballage, il y a de fortes chances qu'il ait ce petit label FSC et qui certifie qu'il est géré durablement. Alors ces certifications existent parfois depuis une vingtaine d'années. Elles sont tout à fait imparfaites, ces certifications, et sont souvent critiquées pour leur manque de rigueur et représentent en fait des tentatives de concilier la production et la conservation. C'est un petit peu dans le sillage du développement durable à la fin des années 90, début des années 2000, justement, que ces certifications ont émergé pour essayer de concilier comme ça écologie et économie. Mais on voit aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus critiquées, ces certifications, justement pour leur manque de rigueur. Mais ça, je développerai ça tout à l'heure, dans la dernière partie. Et donc aujourd'hui, on arrive en fait justement le modèle doit se réinventer, puisque comme les labels sont critiqués, il faut bien réagir. Et donc le dernier produit qui a été inventé, c'est le paiement pour services écosystémiques, où les pays les plus riches en fait compensent financièrement les pays tropicaux pour la conservation de leurs forêts. C'est-à-dire qu'en fait les pays les plus riches vont payer les pays les plus pauvres, c'est-à-dire qui ont de la forêt. Et c'est présenté ce paiement pour service environnemental, le PSE, comme une voie de justice environnementale globale. Là aussi, il y a évidemment beaucoup de critiques, mais je ne vais pas développer plus que ça, même si c'est très intéressant, enfin moi ça me passionne, pour essayer davantage centrer sur la forêt tropicale. Donc vous voyez, il y a plein d'initiatives et de politiques qui sont mises en place pour essayer de concilier et de répondre en fait surtout à ce problème majeur qu'est la déforestation,
puisqu'en fait les conséquences de la déforestation sont toujours plus pressantes. Pour vous redonner encore quelques chiffres que j'ai déjà donnés, il me semble, où on a perdu 258 millions d'hectares de couverts forestiers entre 2001 et 2020. C'est-à-dire que malgré ces différentes initiatives, en fait, il n'y a jamais eu autant de déforestation. Où on peut de nouveau citer le chiffre de l'année 2020 a été particulièrement catastrophique avec une perte de 12,2 millions d'hectares de forêts tropicales. Donc justement en fait l'année 2020 c'est même plutôt on est dans les années records en fait de déforestation. Puisque c'est l'équivalent de la superficie de la Suisse qui est détruite tous les mois. Quand j'ai vu ça dans un article, j'étais oui quand même la Suisse tous les mois en plus. C'est vrai que juste les chiffres, on se rend pas forcément compte, mais c'est là aussi où on va se poser la question de l'efficacité en fait de ces mesures, puisque si on regarde juste l'Amazonie brésilienne, la déforestation a atteint donc 13 000 km², et donc c'est une tendance qui s'est accélérée, comme on l'a dit, avec Jair Bolsonaro. Donc sur ces dernières années. Donc en termes de conséquences, eh bien c'est l'effondrement de la biodiversité, ce qu'on appelle ça, cette érosion de la biodiversité, même l'érosion de la biodiversité, c'est presque un euphémisme. Les scientifiques parlent aujourd'hui de 6e extinction de masse, en fait, pour parler justement du fait que eh bien, on a aujourd'hui une disparition d'une grande partie des espèces animales et végétales. Donc, selon le rapport de l'IPBES, justement, environ 1 million d'espèces animales sont menacées d'extinction et beaucoup d'entre elles vont disparaître en fait dans les toutes prochaines décennies. Et le taux d'extinction actuel est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction observé dans l'histoire géologique. C'est pour ça que, ça je ne l'ai pas mis, mais c'est pour ça des scientifiques parlent d'anthropocène, pour dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique où finalement c'est l'homme qui est la propre force géologique du système Terre et qu'il est en train justement de déséquilibrer, en tout cas d'être le moteur des déséquilibres physico-chimiques à l'échelle globale. Ce concept d'anthropocène qui est largement aujourd'hui diffusé dans le milieu scientifique, mais on entend de plus en plus parler justement pour montrer l'impact en fait de l'activité humaine à l'échelle des aires géologiques. Bon, c'est une notion qui est controversée chez les géologues qui ne reconnaissent pas ce concept-là, mais en tout cas, il a le mérite de montrer le poids prépondérant et l'impact de l'activité humaine sur la Terre. Donc évidemment, cette perte de biodiversité a des conséquences écologiques en cascade, puisque les forêts tropicales fonctionnent comme des systèmes complexes où toutes les espèces sont indépendantes. Et donc la disparition d'une espèce peut déstabiliser l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire que, évidemment, si on parle des pollinisateurs en particulier, eh bien, s'ils disparaissent, eh bien, ça affecte toute la reproduction des plantes. Et du coup, les prédateurs s'éteignent, ce qui provoque des déséquilibres dans les chaînes alimentaires. Puis les disperseurs de graines manquent, et ce qui compromet la régénération forestière, etc., etc. En fait, tout le monde se tient, évidemment, dans l'écosystème forestier. Et donc, quand une espèce disparaît, en fait, c'est tout l'écosystème qui est impacté. Donc, évidemment, c'est pour ça que parler en nombre d'espèces, cela ne permet pas non plus de se rendre compte aussi de l'effet déstabilisateur que ça peut avoir évidemment sur les autres. Évidemment, cette perte de la biodiversité est évidemment aussi un appauvrissement du patrimoine génétique mondial avec des implications directes pour l'humanité, et ça c'est vrai qu'on y pense peut-être moins, sur le fait que de nombreux médicaments sont dérivés de composés découverts dans les plantes tropicales, puisque l'aspirine vient des sauges, de la quinine vient du quinquina, enfin voilà, les anticancéreux
viennent de la pervenche de Madagascar. Donc, dans les forêts tropicales, on a quand même un patrimoine génétique très important. Et justement, 1% des plantes tropicales ont été seulement étudiées pour leurs propriétés pharmacologiques, ce qui veut dire que plein d'autres plantes tropicales pourraient potentiellement être une solution médicale, alimentaire ou technologique. Donc voilà, là, il y a aussi un patrimoine génétique qui disparaît et qui est potentiellement aussi une source de solutions médicales ou génétiques qui disparaît avec. Donc voilà sur la 6e extinction de masse pour montrer aussi les répercussions plus globales que cela peut avoir. C'est la seule image qui fait peur. Et donc la déforestation tropicale contribue massivement au changement climatique. Vous le savez tous, par des mécanismes très précis. D'abord, elle réduit la capacité de la planète à absorber le CO2 atmosphérique, puisque les forêts tropicales en fait absorbent environ 2 milliards de tonnes de CO2, soit environ 7% des émissions anthropiques annuelles. Et donc lorsque ces forêts sont détruites, la fonction de puits de carbone n'existe plus. Donc évidemment la question du dérèglement climatique ici est très importante pour la disparition de la forêt. Je vous avais mis cette forêt qui fait peur, mais en fait c'était plus pour parler de l'extinction. Je suis un peu en décalage avec mon propos. Ça c'était juste sur une campagne, voilà, pour montrer l'importance de préserver l'habitat forestier. C'était pour réveiller le public qui s'endormait. Et donc sur l'impact climatique, c'est ça, voilà, qui correspond à ce que je dis. Mais ça, vous le savez tous, que la forêt joue un rôle important dans le changement climatique, mais pas seulement le fait que parce que les arbres absorbent du CO2, mais aussi parce que les sols, du coup, qui ne sont plus couverts de forêt, libèrent du carbone. Voilà, c'est tout un cycle évidemment qui se tient, et donc la déforestation libère dans l'atmosphère du carbone qui est stocké dans la biomasse végétale évidemment, mais aussi dans les sols, et ça on l'oublie aussi, je l'avais déjà dit. Donc la déforestation est responsable d'environ 12 à 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais évidemment, cette déforestation va bien au-delà des impacts du simple cycle du carbone. Je regarde un peu l'heure. Ah bah ça va. Puisque les forêts tropicales régulent évidemment le climat à l'échelle régionale par l'évapotranspiration. Et donc par exemple l'Amazonie recycle 25 à 50% de ses précipitations. Donc on a le cycle du carbone qui est important, mais on a aussi le cycle de l'eau qui est aussi tout aussi important. Donc je vous avais parlé de cette image des rivières volantes, qui est une image tout à fait poétique. Et donc les rivières volantes, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand l'eau évaporée par les arbres forme des nuages, et bien, en fait, vont retomber sous forme de pluie, plus à l'intérieur du continent. C'est-à-dire qu'en fait, on a des rivières au-dessus de la forêt, des rivières en fait qui sont créées par la forêt elle-même. Ces rivières en fait transportent plus d'eau que l'Amazone elle-même. Ben, ça, quand j'ai lu ça, je n'en croyais pas. Donc, vous voyez, en fait, c'est évidemment cycle du carbone, mais aussi cycle de l'eau, très important par ce système, par ce phénomène de rivières volantes, qui, en fait, ce qui permet en fait à avoir des pluies relativement abondantes jusqu'en Argentine, grâce en fait au bassin de la forêt amazonienne. Bon, j'accélère un peu en fait. Et donc évidemment la déforestation perturbe ce cycle hydrologique important qui entraîne évidemment des modifications de régime de précipitation. Et donc des études montrent en plus que la déforestation en Amazonie réduit les précipitations dans les régions agricoles du sud du Brésil. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'en fait l'expansion agricole compromet à long terme la productivité agricole elle-même. Et s'il n'y a plus de forêt, il ne peut même plus y avoir d'eau, etc. etc. Donc d'où le fait qu'aujourd'hui on atteigne ce que les scientifiques appellent
un point de bascule, point de basculement, enfin on va appeler ça point de bascule, typing point en anglais, pour l'Amazonie. L'Amazonie au point de bascule, donc là c'est vraiment des recherches qui datent de l'année dernière ou de cette année, en tout cas qui sont consolidées cette année, sur le fait que l'Amazonie en fait va se transformer en savane et que en fait maintenant on peut plus revenir en arrière. Enfin c'est le point de bascule, c'est 2024, entre 2024 et 2026. Et donc l'Amazonie, poumon vert de la planète, on en est loin, puisque justement les climatologues, écologues ont montré que si la déforestation atteint 20 à 25% de la surface originelle de la forêt amazonienne, combinée au réchauffement et à l'accélération du réchauffement climatique actuel, eh bien l'écosystème amazonien peut basculer dans un état alternatif, un écosystème en fait de savane. Et ce processus est irréversible. Donc voilà, on est en train de vivre ce point de bascule en forêt amazonienne, sachant que les scientifiques ont également montré que la forêt amazonienne libérait davantage de CO2 qu'elle n'était en capacité d'en absorber. Donc là aussi, ça remet en question cette image de poumon vert, puisque aujourd'hui, la forêt amazonienne libère 150 à 200 gigatonnes de carbone qui sont stockés dans la forêt, ce qui évidemment accélère le changement climatique global, etc., etc. Donc là aussi, on est dans des boucles, dans des cercles vicieux, on pourrait dire. Et c'est des signes précurseurs de cette bascule, de ce point de bascule, en fait, sont déjà observables, puisqu'on a depuis récemment, on observe justement qu'il y a des parties de la forêt amazonienne qui ne pourront plus redevenir forêt, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de résilience possible dans certaines parties de la forêt amazonienne, selon justement une étude publiée il y a 2 ans, puisque les scientifiques montrent justement que les sols sont trop abîmés, ce qui ne permet pas à la forêt de se régénérer après les nombreuses perturbations reçues par l'exploitation des sols. Donc les parties les plus affectées sont évidemment celles qui sont les plus proches des zones déforestées, en fait, les parties les plus périphériques, et qui sont également soumises à la réduction des précipitations. Donc évidemment, cette déforestation a un impact sur l'écosystème, mais également sur les communautés humaines, puisque les 1,6 milliard de personnes qui vivent dans la forêt sont largement impactées pour leur sécurité alimentaire et également pour tous les aliments essentiels dont ils dépendent, c'est-à-dire tout simplement les fruits, le gibier, le poisson, enfin toute l'alimentation dont peut dépendre la population des forêts tropicales. On a parlé de l'Amazonie, mais également le Congo est largement touché. Quand on voit cette carte de la perte de forêt primaire entre 2001 et 2024, on voit que juste en RDC, la forêt tropicale est largement atteinte. Ou par exemple la viande de brousse, qui fournit quand même 80% des protéines animales par les populations rurales, est évidemment largement compromise. Donc la déforestation réduit la disponibilité de ces ressources, ce qui augmente la malnutrition dans ces territoires-là. J'accélère un petit peu sur le fait que, comme autre conséquence pour les populations locales, on va avoir la question de l'accès à l'eau et d'un accès à l'eau de qualité, puisque beaucoup d'eau sont polluées justement par cette exploitation. Et donc, puisque la destruction de la forêt entraîne la sédimentation des cours d'eau, la pollution, la modification des débits. C'est notamment le cas largement en Indonésie, justement, qui connaît une réduction très importante de la disponibilité en eau. Donc, ces populations sont également touchées, on le voit sur le plan d'un point de vue très matériel, mais aussi d'un point de vue très culturel, très anthropologique, par le fait que cette déforestation menace leur mode de vie traditionnel, mais aussi leurs imaginaires, leur système de connaissances, leur identité culturelle.
Donc c'est une forme de violence culturelle, d'ethnocide. Si on reprend le terme d'écocide pour parler du fait de tuer un environnement, le fait de tuer un peuple, ça serait l'ethnocide que certains chercheurs en sciences humaines emploient pour parler justement de ce qui se joue dans les forêts tropicales en ce moment. Et donc ces pressions génèrent des conflits, évidemment, puisque les conflits, les assassinats se multiplient. On peut penser à des figures, à la figure bien connue de Chico Mendes, qui est une figure emblématique de la lutte contre la déforestation, mais aussi plus récemment Berta Cáceres, qui était une militante contre la déforestation et qui voilà, les deux ont été assassinés. Et donc ce qui montre aussi le poids de l'agrobusiness, de la mafia aussi, enfin des réseaux mafieux qui sont liés, et à ce qu'il encourt aussi à ceux qui s'opposent à cette déforestation. Donc évidemment, on est au cœur de des paradoxes, justement, de cette déforestation qui apporte croissance économique, mais qui, en même temps, apporte aussi beaucoup de misère environnementale et sociale pour les populations locales. Évidemment, de nombreux pays du Sud s'engagent sur la scène internationale à préserver leurs forêts. Quand on regarde, le Brésil a signé tous les grands accords environnementaux. L'Indonésie également s'est engagée à réduire ses émissions, mais les pressions économiques et politiques les poussent évidemment à exploiter de façon simultanée ces ressources. Donc on l'a vu, ces pays sont dans un dilemme, sont face à un dilemme important. Hop, ça c'est sur REDD. Répondre aux exigences de la communauté internationale en matière de protection de l'environnement, tout en faisant face à des défis économiques. Et évidemment, c'est tous les pays du Sud qui présentent de la forêt tropicale sont dans ce dilemme. Alors ce paradoxe et ce dilemme-là, en fait, il se retrouve, je trouve que l'incarnation en fait, de ce dilemme, c'est la politique REDD+. C'est un nom... je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on n'entend pas trop parler de REDD+, alors que c'est une politique internationale qui est très importante en termes pour les forêts. Ça a été créé en 2008, donc en français c'est réduction des émissions issues de la déforestation, de la dégradation des forêts, qui vise à compenser financièrement les pays pour le fait de ne pas exploiter la forêt qu'ils avaient prévu d'exploiter. C'est un peu ça la façon dont est pensé REDD+. Donc en fait, les pays du Sud qui disent on n'a pas exploité cette forêt-là alors qu'on aurait pu le faire, donc vous devez nous donner tant d'argent. Voilà, c'est ça la façon dont est pensé REDD+. Et donc il y a eu quand même pas mal de dollars mobilisés, mais pas seulement selon par rapport en fait à l'agriculture. C'est 150 milliards pour l'agriculture et 3,7 milliards pour les dollars mobilisés justement de compensation dans le cadre de REDD+. Donc ça c'est juste pour vous le présenter et ensuite vous montrer aussi les nombreuses conséquences néfastes, critiquables on va dire, que peut avoir aussi ce type de politique, en tout cas les ambivalences d'une telle politique. Donc on le voit, la déforestation est à la fois un symptôme et une cause d'instabilité économique et écologique, et donc on est bien dans un cercle vicieux entre le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et la déforestation. Mais en fait, il est déjà 19h45, alors on va faire la troisième partie un peu rapidos. Mais tant mieux, parce que la troisième partie, tout le monde connaît. Donc les contradictions des politiques de protection. Tout le monde a vécu les accords de Paris. Tout le monde se souvient des accords de Paris, qui étaient le grand cadre international où les pays où ils se sont engagés à respecter l'objectif du 1,5 degré, donc pas de réchauffement au-dessus de 1,5 degré par rapport à la période pré-industrielle, et donc mettre en place des mesures de protection de l'environnement et de réduction des émissions, et notamment de préservation des forêts tropicales.
ce qui a été largement, largement mis en avant au moment de cet accord. Donc là, on a fêté les 10 ans, il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est ça, quand on observe les accords d'un côté et de l'autre, la poursuite de la déforestation, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a eu une succession d'accords pour protéger les forêts. Donc, par exemple, déjà en 2014, il y avait une déclaration de New York pour protéger les forêts qui avait été engagée. Donc là, c'était réduire de moitié la déforestation d'ici 2020, l'éliminer complètement d'ici 2030, ce qui semble complètement fou, en fait, quand on regarde les chiffres aujourd'hui. Restaurer 350 millions d'hectares. Donc déjà, ça c'était en 2014, l'époque était à l'optimisme. En 2021, on avait la déclaration de Glasgow sur les forêts, qui était en lien avec la COP 26 et qui en fait a renouvelé les engagements de New York. Donc là, voilà, les grands de ce monde. Et donc, l'objectif, c'était stopper et inverser la déforestation d'ici 2030. Donc, il y a vraiment 2030 était toujours un peu l'objectif pour la déforestation. Et en fait, on se rend compte que sur cette période, en fait, la déforestation n'a jamais été aussi importante. Donc c'est ça le grand paradoxe. D'où le fait que REDD+, qui en fait était la principale politique de gouvernance mondiale mise en place, en fait, ou en tout cas sur laquelle s'appuyaient ces principaux accords, en fait, REDD+, a été très largement critiqué comme une grande illusion. Là, je vais lire peut-être rapidement en diagonale, mais montrer qu'en fait, REDD+, n'a pas permis en fait de réduire la déforestation, et au contraire, c'est plutôt appuyé sur une logique de pollueur-payeur, où en fait justement des entreprises très polluantes ont payé des crédits carbone via REDD+, pour continuer à polluer. Donc en fait, REDD+, a plutôt servi à relancer, voire même à créer un marché du carbone et à déposséder les droits de certaines populations autochtones en forêt tropicale. Je vous résume ce qui est dit en fait. Donc en fait, aujourd'hui, REDD+, est très critiqué dans les pays du Sud. Qui en fait n'ont pas eu tellement de bénéfices ou de gains liés à cette politique. Et au contraire, voire ont même accéléré la déforestation dans certains, parce qu'en fait, c'est pas le fait de stopper net, c'est le fait aussi de gérer durablement. Et en fait, gérer durablement, parfois, c'est pas forcément très durable. C'est-à-dire qu'on peut raser une forêt tropicale très ancienne pour mettre une plantation de pins maritimes ou de pins Douglas, ce qui en termes de biodiversité n'est pas tout à fait équivalent. Voilà, une forêt n'en équivaut pas à une autre. Donc voilà, derrière la gestion durable aussi, parfois, il y a aussi des façons de transformer une forêt par une plantation d'arbres. Voilà, tout simplement. Mais en termes de surface forestière, parfois, ce que les cartes ne permettent pas de rendre forcément compte, c'est que ça reste de la forêt, sauf que c'est pas tout à fait le même type de forêt, quoi. Pour aller sur l'actualité la plus récente justement et reboucler avec ce qu'on s'est dit sur le Mercosur, enfin on s'est rien dit sur le Mercosur d'ailleurs, non mais sur les accords commerciaux et sur le poids de l'élevage bovin sur le Brésil, justement en fait l'accord de libre-échange Mercosur entre l'Union européenne et le Mercosur, donc Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay, donc dont vous avez les dirigeants ici qui entourent Van der Leyen, de la Commission européenne, et évidemment en fait facilite l'importation de bœuf et de soja sud-américains vers l'Europe. Donc en fait, ce type d'accord en fait va très vraisemblablement justement remettre un peu une bille dans la machine de la déforestation en tout cas c'est ce qu'espère aussi le secteur de l'agrobusiness, d'augmenter ou de croître évidemment les exportations de bœuf et de soja. Mais c'est évidemment surtout le secteur du bœuf en fait qui était très très en faveur de cet accord de libre-échange. Bon, on va pas forcément à 19h51 développer plus que ça. Donc, pour conclure, en fait, un peu rapidement et finir tout ce que je voulais vous dire, au-delà de ces accords, en fait, il faut voir aussi que localement, dans les forêts tropicales, toutes ces politiques publiques ou tous ces États, en fait, font face à des défaillances et de nombreux verrous
le fait que une grande partie du bois tropical en fait est exploité de façon illégale, que l'IBAMA, qui est la police et l'office chargé de la biodiversité au Brésil, a été largement démantelé par Bolsonaro, donc il ne peut pas justement faire ses enquêtes ou faire ses contrôles convenablement, que cette forêt tropicale est évidemment aussi, comme on l'a vu avec les assassinats de Chico Mendes, largement en proie à des problèmes de corruption et de détournement de bois volés ou illégaux. Donc là aussi, il y a toute une économie grise et une zone grise qui sont autant d'entraves aussi à la régulation de la déforestation. Et le fait aussi que les certifications, comme la table ronde sur l'huile de palme, le RSPO, en fait est très critiqué, un peu comme le FSC justement, et le fait que justement en fait ces certificats ne permettent pas de préserver de façon très à certifier en fait les certifications ne certifient plus rien, c'est ça. Et évidemment derrière la question de la forêt tropicale se rejouent évidemment des inégalités entre les nord et les sud, comme le montre bien cette image où justement les peuples autochtones accusent directement l'Union européenne d'être justement responsable d'une grande partie de la déforestation et de la dépossession de leur environnement et de leur culture. Et comme il est trop tard pour faire une conclusion, voilà une belle photo de conclusion, mais j'ai quand même mis une émission assez rapide de radio sur France Inter, justement, consacrée aux forêts tropicales. Il y a aussi un très beau livre sur vivre avec les forêts tropicales aux éditions Muséo. Et la dernière information en fait, qui est tombée le mois dernier sur le fait que la déforestation de petites parcelles de forêt tropicale a un impact disproportionné sur le climat. Donc là, en fait, disons que scientifiquement, on n'a jamais aussi bien étudié et la déforestation n'a jamais été aussi bien connue scientifiquement. Donc là, les scientifiques précisent encore plus leur connaissance sur la déforestation et le fait que justement toutes ces petites surfaces qui sont déforestées dans le cadre de l'agriculture ou alors dans le cadre de l'élevage, sont justement ces déforestations qui ont l'impact le plus important sur le climat. Bon voilà, ça c'est à rajouter dans la littérature scientifique sur une meilleure connaissance de la déforestation. Voilà, je suis désolé d'avoir un peu accéléré sur ma troisième partie, mais comme il est bientôt 20h, on m'avait dit de ne pas dépasser les 20h. Donc je vous souhaite je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour les questions. Allez, qui ouvre ? Ça vous a séché ? C'était magistral. Mais d'habitude, je suis plutôt réglé sur 2 heures. Et démoralisant, oui, on a dit, j'entends, démoralisant. Mais en fait, la conclusion était positive, j'ai pas eu le temps de la dire. Ah, mince. Non, la conclusion, c'est de dire que, au moins, ce qui est bien, c'est que comme les scientifiques ont bien balisé le terrain, on sait absolument comment la déforestation fonctionne, et aussi se dire que l'action peut aussi changer des choses. Quand on voit, par exemple, que des petites parcelles de forêt qui sont déforestées, justement, ont un impact disproportionné, on peut se dire, on voit exactement où il faut agir, exactement, sur le fait d'empêcher ces petites parcelles d'être déforestées de forêts tropicales. Donc en fait, comme on sait bien les choses, c'est pas compliqué d'agir. En fait, c'est pas la connaissance qui nous manque pour l'action, c'est plus la volonté. Oui. Mais moi je pense aussi que tu montres bien le pouvoir du consommateur, voilà. Et je trouve que ton intervention, elle tombe à pic parce qu'on n'est pas très loin des municipales et je pense qu'on a des vrais leviers d'action par rapport aux municipalités, aux collectivités, en leur demandant justement de bien vérifier dans leurs commandes d'où viennent les produits,
On parle d'alimentation dans les cantines, par exemple, comment on peut réorienter l'alimentation des cantines pour éviter pour faire en sorte que ce soit davantage circuit court et d'éviter des exportations qui soient justement avec des impacts trop négatifs, par exemple. Donc je pense que faut que chacun aille voir ses maires là en ce moment, puis leur demander à ce qu'on soit beaucoup plus consciencieux, vérifier justement tous les achats qu'on fait pour qu'on n'ait pas cet impact mondial derrière. Mais c'est sûr qu'à l'échelle à notre échelle d'individu, la consommation, c'est déjà un très grand pouvoir. Et le fait d'importer du bois justement de forêts tropicales, si déjà cette déforestation importée pouvait être régulée, oui, ça serait déjà, ça serait déjà le début d'une action concrète. Mais en effet, il faut voir aussi que derrière, dans les pays du Sud, il y a une croissance et des intérêts très importants. Allez-y, n'hésitez pas, exprimez-vous. En tout cas, je pense qu'on a aussi intérêt à aller voir nos communes pour leur demander de planter au maximum. Voilà, plantons, mettons des arbres. On a de la place. Oui, mais on m'a fait une visite de Saint-Dizier, on m'a montré la biomasse, on m'a montré la chaufferie biomasse, en effet, où le bois ne dépasse pas les 54 km. Donc, vous êtes du genre à vous agiter le bocal, ce qui est un compliment, hein. Moi, je suis un peu comme ça. Mais si on réfléchit sur les dernières lignes, et si je pense à ce que vous disiez tout à l'heure en disant un peu le mythe du petit producteur de cacao, moi aussi j'achète des tablettes de chocolat certifiées. Alors on dit tiens, c'est le petit producteur qui a sa petite parcelle, on voit ça à la télé, il va couper ses cabosses, tout. Et puis on dit finalement, ça encourage ces gens-là qui ont des petites parcelles. Il faut peut-être mieux acheter du chocolat Nestlé, machin, qui lui exploite ça sur les grandes parcelles, puisqu'il faudrait mieux une grande parcelle de 200 hectares que 100 parcelles de 2 hectares. Si on rase, autant tout raser, voilà. Quoi, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est... que raser par petits bouts, quoi. Ouais, oui. C'est l'idée, ouais. Ouais. En fait, après, il faut voir aussi qui déforeste sur les 2 hectares. En fait, les 2 hectares, je pense que c'est plutôt les mines, en fait. Oui. Plutôt l'exploitation minière, en fait, là, sur les 2 hectares. Et notamment tout ce qui est l'exploitation illégale, en fait, aussi des mines. Alors, peut-être de la petite agriculture, mais 2 hectares, ça fait... En tout cas, une hypothèse. Une hypothèse, c'est en effet que ça soit plutôt exploitation minière, illégale, en effet, plutôt que les grandes parcelles d'élevage bovin au Brésil, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que ces petites parcelles ont un impact disproportionné sur le climat que la déforestation des grandes parcelles de bovins n'en ont pas. Hein. Ça vous a... Oui. Oui. De mettre trop de chiffres. Beaucoup de chiffres, mais bon, vous n'avez pas trop. Mais je vois l'unité la plus courante, forcément, puisqu'on parle plus ou moins d'agriculture, c'est l'hectare. Donc ça nous donne des millions d'hectares, etc. Ce serait bien, je pense, de les convertir en kilomètres carrés. Et puis vous compariez à la Suisse, quand on compare à la France, 550 000 km², 5 000 km² égale un département, c'est encore plus parlant. Oui, de mettre en nombre de stades de foot, ou en nombre de communes de Paris, ou en nombre de pays, ou je sais. En nombre en baignoire, en général aussi. En baignoire. Beaucoup en baignoire. D'accord. Voilà, des proportions qui nous parlent à chacun. Bon, Écoutez, comme on a parlé de forêt primaire et de forêt tropicale, je comble un petit peu, mais c'est quand même l'occasion de rendre un petit hommage à Francis Allais. Hein, j'en avais parlé, on devait l'accueillir le 7 mai, mais bon, il nous a fait la mauvaise surprise de disparaître en fin d'année. Vous savez qu'il portait justement un projet de renaissance de forêt primaire, et son projet portait sur 70 000 hectares. Et la question qui se posait, c'est pourquoi 70 000 hectares ? Pourquoi pas 50 000 ? Pourquoi pas 80 000 ? Donc, est-ce que vous connaissez la réponse ?
Eh ben, parce que 70 000 hectares, c'est 2 meutes de loups. Voilà. Alors, on parle du loup, hein. En Haute-Marne, on parle beaucoup du loup. Donc vous savez qu'il y a une meute de loups. Et vous savez le territoire, son territoire d'exploitation de la meute de loups, c'est 35 000 hectares. Donc, chapeau, monsieur. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on remercie notre intervenant. Voilà. Peut-être qu'on pourra avoir le support éventuellement. Est-ce que... Ouais, voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, veut le support, vous n'hésiterez pas. Et puis, vous laissez votre adresse mail, on vous le transmettra. Voilà. Il y a la petite liste de contacts là. N'hésitez pas à rajouter votre contact s'il n'y est pas. Voilà, bonne soirée.